bienvenue. Merci d'être venu assister à cette présentation. Donc, je vous présente Alizée Lemoigne. Elle est postdoc à l'Université de Zurich. C'est là aussi où elle a fait son doctorat. Et je pense qu'aujourd'hui, elle va nous présenter ses résultats de ses travaux de doctorat. Elle a aussi fait un master à l'Université de Rennes. Elle est très intéressée par les écosystèmes de la Sibérie. C'est ça qui l'a amené à venir, et les écosystèmes arctiques en général, c'est ça qui l'a amené à venir à faire une demande de subvention pour un projet au Canada, dans l'Arctique, à la station où je travaille, moi. Donc, on va aller dans l'Arctique ensemble l'été prochain. On se connaît très peu, mais j'ai dit, elle est à Zurich, viens ici, donc on en profite pour qu'elle nous présente ses résultats. Sans plus tarder, je lui laisse la parole pour qu'elle nous présente ses travaux. Je ferme la porte. Bonjour à tous, et merci d'être là. Et merci Isabelle pour la présentation. C'est un plaisir pour moi de pouvoir vous présenter aujourd'hui mes résultats et mes travaux sur les communautés bactériennes lacustres. Alors ça, c'est la station immunologique de l'Université de Zurich où je travaille. Donc, comme vous voyez, c'est une petite villa qui est située sur les rives du lac Zurich. C'est pas tout à fait à Zurich, c'est un petit village qui s'appelle Kilchberg, c'est aussi là qu'il y a la chocolaterie Lindt. Et la station a été fondée en 1977 et depuis elle sert au suivi du lac Zurich. Donc on est une vingtaine de personnes qui travaillent dans cette station, et on travaille sur des sujets assez variés. On est répartis en 3 groupes qui sont... donc on a le docteur Stéphane André qui travaille sur plutôt l'évolution et les stratégies adaptatives des génomes aquatiques et également l'origine des eucaryotes en fait, en regardant les génomes mitochondriens. Ouais. On a le groupe de Thomas Foch qui travaille principalement sur des protistes, notamment des ciliés, vous en avez quelques exemples ici, et également sur les effets du changement climatique sur le lac Zurich, et notamment la floraison d'une cyanobactérie toxique, que je pense que vous connaissez très bien ici au lac Léman aussi, c'est Planctotrix rubescens. Et enfin, on a le dernier groupe, le groupe de Jakob Berntaler, duquel je fais partie, et nous on travaille sur les communautés bactériennes et leur rôle dans le fonctionnement des écosystèmes lacustres, et notamment dans la dégradation en fait, de la matière organique du lac. Bien qu'on a des sujets variés, on a tous un point commun, on regarde uniquement les micro-organismes et les micro-organismes unicellulaires. Et donc ici vous avez le plus gros organisme qu'on n'a jamais étudié, c'est Spirostomum, c'est un cilié qui fait 1/4 de millimètre. Pas très grand. Enfin, c'est très grand pour nous, mais pour plein d'autres gens, c'est pas très grand. Alors, je vais vous présenter un peu le lac Zurich, ça ressemble un peu à une grosse banane, hein. Et c'est un lac préalpin qui a été formé lors du retrait d'un glacier, un glacier quoi. Et il est situé à 400 mètres d'altitude. C'est un lac qui est méso-oligotrophique depuis qu'il a été rénové dans les années 70, ce qui est comme pratiquement tous les lacs suisses, il avait été complètement eutrophisé. Et il a une profondeur maximum de 136 mètres qui est située à peu près ici. Et c'est là qu'on échantillonne régulièrement pour le suivi du lac. Le volume complet est d'à peu près 3,3 kilomètres cubes. Et toute cette eau en fait fournit de l'eau potable à peu près 1,2 million de personnes. Donc les personnes qui habitent tout autour du lac Zurich, mais aussi un peu plus loin dans les cantons annexes en fait, du lac Zurich. Il y a une importante activité récréationnelle et une importante activité de pêche. Il y a à peu près, si on compte le professionnel plus le loisir, il y a à peu près 200 tonnes de poissons qui sont pêchés chaque année. Le lac est théoriquement monomictique, donc ça veut dire qu'il y a un brassage complet des eaux une fois par an, souvent en hiver. Mais je mets théoriquement parce que les dernières années, avec le changement climatique, on a vu un changement du régime mictique du lac Zurich. Et donc ici, vous pouvez voir la profondeur. Et on a regardé au fur et à mesure des années, donc depuis 2009 jusqu'à 2023. Et ici, la couleur représente la température. Et donc on voit très clairement la stratification chaque été. Et ce qu'on peut voir aussi, je vous les ai surlignés, c'est quand finalement la température du fond, la température de surface était trop chaude par rapport à la température du fond, et du coup le brassage n'a pas eu lieu.
Donc en fait, le lac Zurich est plus tant que ça monomectique, il est en train de devenir pas du tout mectique. Ce qu'on fait comme suivi au lac Zurich, on échantillonne toutes les 2 semaines depuis 2009 et on regarde la température, l'oxygène, la lumière, la conductivité. On suit également les floraisons de phytoplancton avec 2 pigments, la chlorophylle A et aussi la phycoérythrine qui est le pigment de cette cyanobactérie, Panthotrix. Et on suit également les bactéries en termes d'abondance, on fait du cytomètre de flux. Et la communauté des bactéries aussi, on a des filtres, mais qu'on n'a pas encore explorés, qu'on garde un peu plus tard. On isole aussi des micro-organismes. Ici, Thomas Posch a isolé une amibe qui se nourrit de Panthotrix solescens. Je ne sais pas si vous voyez, mais ici, il y a des filaments de Panthotrix dans l'amibe. On a des choses assez intéressantes. On fait également de l'écologie expérimentale à la station, et moi, c'est ce que j'ai fait pendant mon doctorat, où j'ai étudié le rôle de l'assemblage stochastique des communautés bactériennes dans le fonctionnement des écosystèmes aquatiques. Quand on s'intéresse à l'assemblage des communautés bactériennes, en fait, on s'intéresse à savoir quelles espèces de bactéries vivent au même endroit au même moment. Et il y a eu un grand débat pendant pas mal d'années pour savoir si on pouvait prédire en fait quelles bactéries vivaient où. Et donc ça, c'est la vision un peu déterministe, aussi qu'on appelle de niche. Donc chaque organisme a sa niche, et donc on pourrait dire qui vit où. Qui vit où. Mais il y a aussi cette vision stochastique ou neutre qui dit que les bactéries sont là par hasard, parce qu'elles sont juste emmenées avec des mouvements des organismes dans l'espace, comme la dispersion. Et puis en 2010, Mark Leland est venu avec un concept. Il a décrit 4 grands processus qui permettent d'unifier en fait les deux visions. Donc on a le processus de dispersion qui représente comment est-ce que les bactéries arrivent dans la communauté. Et ça, c'est un processus qui est majoritairement stochastique quand on parle de bactéries, puisque les bactéries sont transportées passivement en fait, par les eaux ou par les masses d'air pour arriver dans la communauté qu'on étudie. Il y a le processus de sélection qui est complètement déterministe cette fois-ci, puisque si une bactérie n'est pas adaptée à son environnement, elle ne va pas pouvoir s'y établir. On a la diversification, qui est en fait l'évolution génétique des populations. Et donc ça, c'est un phénomène qui dépend beaucoup des mutations, donc c'est plutôt du côté stochastique, mais les mutations peuvent être aussi engendrées par des choses déterministes, comme par exemple les UV. Et enfin, on a ce qu'on appelle la dérive écologique, qui représente la fluctuation aléatoire en fait, de l'abondance des espèces dans les communautés. Et ça, c'est dû en fait à la mort et à la naissance un peu aléatoire des individus au sein même des populations. Et donc ça, c'est un processus qui est complètement stochastique. Il y a un consensus sur lequel les chercheurs sont assez d'accord sur le fait que la stochasticité a un rôle dans l'assemblage des communautés. Par contre, ce qu'on connaît moins, c'est si ces processus stochastiques vont affecter en fait, le fonctionnement de ces communautés. Et donc c'est ce que j'ai cherché à savoir pendant ma thèse. Et chercher ça, ça revient un peu à chercher quels sont les liens entre la structure et le fonctionnement de ces communautés. Et donc à savoir si, parce que si la stochasticité en fait régit la taxonomie, et que la taxonomie régit la fonction, dans ce cas-là, la stochasticité va avoir un rôle dans le fonctionnement des écosystèmes. Et il y a 2 grands arguments en fait, qui s'opposent pour les liens entre la structure et la fonction. Soit c'est les membres de la communauté qui déterminent la fonction, soit c'est l'environnement, donc les conditions abiotiques qui déterminent la fonction des écosystèmes. Et il y a des exemples qui existent pour les 2 arguments. Vous avez peut-être entendu parler des espèces clés de voûte. Donc, par exemple, quand on enlève un prédateur important dans un réseau trophique, ça peut modifier toute la communauté et le fonctionnement global de la communauté. Pour ce qui est de l'environnement, on a ce qu'on appelle la redondance fonctionnelle. C'est le fait que plusieurs espèces différentes peuvent réaliser la même fonction. Par exemple, la respiration, c'est un bon exemple. Il y a beaucoup d'organismes qui font de la respiration. Et pourquoi est-ce que c'est important finalement de savoir quels sont les liens entre la structure et la fonction dans les écosystèmes?
Eh ben, c'est parce que les communautés bactériennes font pas mal de choses pour le fonctionnement des écosystèmes aquatiques. Elles sont responsables en majeure partie du recyclage de beaucoup de nutriments, comme le phosphore, l'azote et même le carbone. Dans les lacs, la majorité du dioxyde de carbone qui est émis dans l'atmosphère en fait, provient de la respiration bactérienne. Elles sont également à la base des réseaux trophiques, c'est ce qu'on appelle la boucle microbienne, contrairement aux écosystèmes terrestres. En fait, les bactéries sont mangées dès le début par les protistes et font partie du réseau trophique. Et enfin, on les utilise aussi beaucoup pour les biotechnologies. Un exemple assez courant, c'est le traitement des eaux. Donc on utilise les communautés microbiennes pour recycler justement tous les nutriments. Du coup, si on prend une vision un peu holistique des communautés microbiennes, on a un peu ces trois composantes qui sont la composition taxonomique, la fonction du système et puis les conditions abiotiques. Et comme j'ai commencé à me poser la question de l'effet de la stochasticité dans l'assemblage des communautés et de la fonction, on a voulu commencer simple et on a supprimé en fait la variabilité qu'on pouvait obtenir par les conditions abiotiques. Donc on a fait une expérience très simple, on a juste fait des réplicas, comme ça on avait les mêmes conditions abiotiques pour toutes nos communautés. Donc j'ai récupéré de l'eau du lac Zurich à 5 mètres de profondeur, je l'ai préfiltrée pour conserver uniquement les communautés bactériennes et virales, même je ne pouvais pas trop contrôler. Et je les ai inoculées dans un médium qui contenait deux sources de carbone, le glucose et puis son dimère, la cellulose. On a bien mélangé tout ça et on les a répartis en 20 microcosmes qui étaient identiques à la base. On a incubé dans les mêmes conditions, à 20 degrés, dans le noir, et pendant 7 à 15 jours, selon l'expérience que j'ai faite. J'ai répété 3 fois cette expérience à des saisons différentes. Et on a analysé la structure de la communauté par séquençage du gène 16S, et on a regardé la fonction en regardant la croissance microbienne et puis la consommation des deux carbones qu'on avait mis dans le média. La première question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on obtient des communautés différentes? C'est ce que voudrait, s'il y a de la stochasticité dans l'assemblage des communautés, c'est ce qu'on devrait obtenir. Et donc ici, chaque barre représente un microcosme. Donc ça, c'est les 3 expériences. Et chaque couleur représente une espèce de bactérie. J'ai représenté ici les 3 bactéries les plus abondantes dans chaque communauté. Et ce qu'on peut voir tout de suite, c'est que les communautés sont très différentes, en fait, quand bien même elles ont été grandies dans des conditions abiotiques similaires. Et donc ici, vous avez le pourcentage de dissimilarité, c'est assez élevé. Et donc si on résume un peu, on a un lac, et quand on distribue dans différentes communautés, on obtient différentes communautés. Ensuite, on s'est intéressé à la fonction de ces communautés. Et ici, on a regardé la croissance microbienne avec trois paramètres importants. Donc, combien de temps elles mettent avant de grandir, à quelle vitesse elles grandissent et l'abondance maximale qu'elles peuvent obtenir. Et chaque point représente une communauté. Vous avez les 3 expériences ici. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y avait pas mal de variabilité au sein de ces communautés. Donc, elles n'ont pas vraiment fonctionné pareil. Et puis, c'est assez conséquent. Ici, on a des microcosmes qui étaient à 2,5 millions de bactéries par millilitre. Et d'autres qui étaient quand même, enfin, la plus élevée, on est rendu à 12 millions de bactéries par millilitre. Donc, c'est une différence conséquente. Au niveau de la consommation du carbone, on a également vu de la variabilité. Donc ici, vous avez un petit tableau où j'ai trié, chaque boule est une communauté. Et j'ai trié qu'est-ce qu'elle consommait, donc soit le glucose, soit la cellulose. Ce qu'on peut voir, c'est que la majorité consomme le glucose, mais ce qu'on voit aussi, c'est que la moitié des communautés consomment la cellulose et l'autre moitié ne la consomme pas. Donc si on complète notre petit schéma, on a des communautés bactériennes qui sont dominées par différentes espèces et il y a un fonctionnement qui est différent, alors même qu'elles étaient dans le même environnement abiotique. Donc on a répondu à notre question, est-ce que la stochasticité a affecté la fonction? Oui. La deuxième question qui se pose, c'est comment? Et donc on a été regarder qu'est-ce qu'il y avait entre la taxonomie et la fonction, et ben, il y a les gènes. Du coup, on a récupéré, on a construit les génomes
d'une des expériences et on a été regarder tous les gènes de fonction. Les premiers gènes qu'on a voulu regarder, c'est ceux du métabolisme du glucose et de la célobiose. Et notre hypothèse de départ, c'était que finalement, les communautés qui n'ont pas consommé la célobiose ne l'ont pas fait parce qu'ils n'avaient pas les gènes nécessaires au métabolisme de ce composé organique. Et donc ici, vous pouvez voir les gènes nécessaires au métabolisme de la célobiose. Ici, il y a chaque communauté. Et ce qu'on peut voir, en fait, c'est que chaque communauté a au moins un membre de sa communauté qui est capable de dégrader la célobiose. Donc dans notre cas, finalement, la présence des gènes n'était pas décisive pour le métabolisme de la célobiose. Donc c'est autre chose qui a fait la diversité dans les fonctions. On s'est donc intéressé un peu plus à la totalité des gènes. On les a classifiés avec des gènes qui représentent la signalisation entre les bactéries, et puis d'autres gènes comme par exemple la biosynthèse de cofacteurs et vitamines qui sont très importantes pour la croissance des bactéries. Et on s'est dit que si les gènes étaient aussi assemblés de façon aléatoire, et ben du coup la répartition des gènes devrait être similaire à l'intérieur des communautés ou entre les communautés. Ça devrait être la même chose si c'est juste aléatoire. Et c'est ce qu'on voit ici, hein, une espèce de forme de S en fait. Et donc on a exactement le même pattern, que ce soit à l'intérieur des communautés ou entre les communautés. Donc on ne peut pas vraiment dire qu'il y a du déterminisme dans comment nos communautés se sont assemblées. On s'est demandé si ça avait à voir du coup avec le pool régional d'espèces. Donc on a récupéré les 122 génomes qu'on avait construits pour l'ensemble de notre expérience. Et on a fait le même exercice. Et vous pouvez voir, il y a toujours cette espèce de S. Donc en fait, les gènes sont répartis par rapport au génome qu'on a mis qui sont, l'entièreté, le pool régional. Ouais, le pool régional d'espèces. Ça n'avait pas à voir à comment les communautés se sont assemblées ensuite. On s'est demandé si ce serait pareil si on utilisait des génomes pris au hasard. Et du coup, on a été récupérer des génomes dans une base de données qui s'appelle le GTB. Et on a récupéré 122 génomes 999 fois. Et on a dessiné la distribution de ces génomes. Et ce qu'on peut voir, c'est que le S est toujours là. Et donc, il semblerait que la redondance en fait, des gènes soit quelque chose d'architectural dans les génomes bactériens. En fait. C'est-à-dire que peu importe quel génome de bactéries vous prenez, vous aurez toujours, par exemple, la maintenance de l'information génétique est quelque chose de très conservé. Ce qu'on a remarqué aussi, ici, je ne sais pas si vous voyez les flèches, ici, le point représente les MAGs, les génomes qu'on a appris dans notre expérience. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ici, nos génomes sont très différents de génomes pris au hasard. Donc ça dénote par contre une forme d'assemblage qui n'est pas due au hasard. Et on s'est dit que finalement, nos génomes avaient été sélectionnés pour leur faculté à produire des cofacteurs et des vitamines par eux-mêmes. Et donc, on a réalisé une espèce de petit concept, en fait, qui décrit comment l'assemblage stochastique influe les gènes. Et donc, on a des gènes qui sont à peu près les mêmes partout. Et donc ça, c'est des gènes redondants. Et soit, par exemple, comme l'information génétique ou les cofacteurs et les vitamines, soit on a aussi un pool de gènes qui sont un peu aléatoires. Et donc ça, c'était des gènes qui avaient à voir plutôt avec le transport de différents composés, des systèmes de régulation, la signalisation. Et en fait, on s'est rendu compte que les gènes qui étaient les plus aléatoires, c'était surtout des gènes pour pouvoir sentir et réagir à son environnement. Donc ça pourrait avoir une importance assez conséquente pour comment les communautés bactériennes peuvent réagir à des perturbations, par exemple, ou alors à leur fonctionnement en général. Donc, une fois qu'on avait notre petit concept au laboratoire, on s'est dit, ce serait bien d'aller voir des communautés naturelles. Donc, on a décidé d'aller chercher des communautés naturelles
mais il nous fallait quand même un setting où on avait beaucoup de mares ou d'écosystèmes lacustres, un peu au même endroit, parce qu'on voulait garder le même pool d'espèces régionales. Et ce qui s'est imposé, finalement, c'est l'Arctique, parce qu'il y a beaucoup d'eau, et il y a moyen de trouver beaucoup d'écosystèmes qui sont à proximité, en fait. Il y a beaucoup de petites mares. Donc, on est allé à un camp qui est situé ici, et cette grande image, c'est situé ici, en Sibérie. Donc, c'est un petit village qui s'appelle Tchoukourdar, et c'est situé entre la Kolyma et la Lena, en Sibérie, dans la République de Sakha. Donc si on zoome un petit peu sur la photo, en fait, on obtient ce genre de paysage où on a beaucoup de mares, ici, vous voyez, et puis il y en a d'autres ici. Et on s'est intéressé à ces mares thermokarstiques peu profondes, parce que ce sont des hotspots biogéochimiques. Elles sont sources de gaz à effet de serre, comme le méthane et le dioxyde de carbone. Et il y a une grande variabilité spatio-temporelle de ces émissions de gaz à effet de serre dans ces mares. Et on s'est intéressé donc à deux types de mares, les mares polygonales et les mares enchaînales. Donc ici, vous pouvez voir des mares polygonales. Et des mares enchaînales, c'est un peu plus compliqué à voir, mais par exemple ici, on a vu. Et on s'est dit qu'on allait comparer en fait la variabilité à l'intérieur des mares de même habitat et entre des mares de ces deux habitats qui sont quand même assez différents. Donc ici vous avez un peu les modalités de ces habitats. Donc les mares polygonales, il y a quand même de l'eau très transparente, il y a assez peu de carbone organique dissous comparé aux mares enchaînales. Et du coup on s'est demandé la part de la stochasticité dans la sondage de communauté. Et donc on a mesuré, et ici vous pouvez voir qu'au sein des communautés de même habitat, en fait les processus stochastiques dominent largement, alors que quand on compare des mares d'habitats différents, on a un peu moins de stochasticité et un peu plus de processus déterministes, ou alors ça peut être aussi le fait que les mares ne sont pas au même endroit, et du coup on a une limitation dans la dispersion des organismes. On a regardé le fonctionnement de ces mares, donc on a été voir le dioxyde de carbone dissous, et en fait il y avait beaucoup de mares qui étaient sous-saturées, et donc c'était plutôt des puits potentiels de dioxyde de carbone, parce qu'on y était en été, et on s'est dit que c'était probablement dû au tapis microbien benthique et épiphytique, qui était assez conséquent, comme vous voyez sur cette photo, et on a vu aussi des floraisons d'algues dans certaines de ces mares. On a aussi mesuré le méthane dissous, et cette fois-ci, presque toutes les mares étaient saturées en méthane, donc il n'y avait pas de surprise, mais toutes ces mares étaient bien des sources de méthane. Et quand j'ai fait l'analyse des communautés, en fait, dans la colonne d'eau, j'ai trouvé plein de méthanotrophes, et c'est ce qui a donné lieu en fait, à mon postdoc, où je me suis intéressée à la méthanotrophie dans ces mares, comme moyen de mitigation en fait, des émissions de méthane. Donc les émissions de méthane, c'est une source c'est une balance entre les puits et les sources. La source de méthane, c'est la méthanogénèse. C'est un processus qui est fait majoritairement par des bactéries et des archées dans les sédiments, donc en milieu anoxique. Et puis le méthane peut s'échapper en forme d'ébullition, de diffusion ou être transporté directement vers l'atmosphère par les plantes. Et le puits, c'est la méthanotrophie, et qu'on appelle aussi oxydation du méthane, et qui peut avoir lieu en fait surtout sur le méthane qui diffuse, le méthane dissous. Et ça arrive dans les sédiments et dans la colonne d'eau. Donc ça c'est mon postdoc actuel, où j'ai été échantillonner 2 mares que vous voyez ici pendant 1 mois. Je les ai échantillonnés tous les 3 jours pour regarder la variabilité temporelle. Et puis j'ai aussi échantillonné une vingtaine de mares des deux types, polygonales et polychinales, pour regarder la variabilité spatiale cette fois-ci. Donc ici en avant-première, vous pouvez voir les concentrations de méthane qu'on a obtenues. Et donc l'amplitude temporelle était assez conséquente. Au début, on n'avait pratiquement pas de méthane, par exemple,
la marque B. Et donc ça varie entre 0 et 2 micromoles de méthane par diffus. Et puis l'amplitude spatiale était un peu plus élevée, ça variait entre 0 et 7 micromoles. Et vous pouvez voir un peu la distribution ici. Par contre, il y avait une chose qui restait toujours la même, c'est que les mares polygonales émettent moins de méthane que les mares en chenal. Et donc maintenant, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train d'analyser la diversité des méthanotrophes dans les différents compartiments, donc dans la colonne d'eau des mares, mais aussi à l'interface entre les sédiments et l'eau, et dans les sédiments eux-mêmes. Et donc, pour ça, il nous faut des marqueurs de génétique. Et donc, on peut voir que les méthanotrophes sont assez éparses en fait dans la phylogénétique. On a des archées, on a des gamma-protéobactéries, des alpha-protéobactéries, puis il y a quelques groupes qui ont été découverts un peu plus récemment. Et donc, on a moins d'informations, il y a moins de bases de données dans les bases de données. Et donc, on utilise 3 gènes marqueurs pour comprendre la diversité des méthanotrophes. Le méthanomonooxygenase, c'est l'enzyme en fait qui débute le métabolisme du méthane. Et elle peut être soit dans la membrane, soit cytoplasmique. Et puis, en fait, les archées, elles utilisent ce qu'on appelle un gène MCRA, qui est en fait de la méthanogénèse inversée. Et donc, j'en suis là. Donc, c'est pour ça que ça finit un peu là, mais je voulais vous montrer un peu quelle était la vie dans les mares, parce que je trouve ça intéressant. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'épiphytes. En été, c'est vraiment très productif comme mare. Ici, ce sont des petites daphnias qui nagent. Donc, ça, c'est une mare en chenal. Ça, c'est une mare polygonale. Et on peut voir des plantes aquatiques aussi. Celle-là, elle était juste vraiment bondée d'imagination. C'est des sphaignes ou des mousses brunes? Je sais pas. Le pH était-il bas ou Oui, plutôt bas, dans les 5,5, 6. Ah oui, c'est peut-être des sphaignes. Des sphaignes, peut-être plutôt, ouais. Voilà, avec ça, je voudrais vous remercier de votre attention. Si vous voulez voir plus de photos, j'en ai sur mon site web de mon expédition en Sibérie. Et je voudrais aussi remercier mes collaborateurs. Et puis Isabelle de m'avoir invité ici. Merci pour ta présentation, elle était très chouette, j'ai bien aimé. J'ai une question un peu naïve d'abord, c'est quoi la différence entre les différents types de mares? C'est juste leur forme? Il y a des différences de profondeur, d'exposition? Ouais, en fait, je peux revenir sur le petit schéma. C'est vrai que je suis passée un peu vite. Mais c'est plutôt, je dirais, une différence géomorphologique, en fait, à la base. C'est que ça, c'est le paysage un peu qui est formé, en fait, par le permafrost. On a ces pics de glace ici. Et en fait, avec les étés, les hivers, ça fond et ça regèle, ça forme un peu ce paysage polygonal. Et parfois, en fait, ça peut fondre au-dessus d'un pic de glace. Et ça forme en fait ces deuxième type de mares qui font pas mal d'érosion en fait. Il y a aussi beaucoup de sol qui tombent dans ces mares-ci, alors que les polygonales sont souvent un peu plus stables. C'est plus géomorphologique, mais du coup il y a plein de propriétés physico-chimiques après qui changent à cause de cette différence morphologique. L'instabilité empêche la colonisation par les plantes aussi facilement, donc ça apporte beaucoup de différences aussi entre les types. Et du coup, c'est l'érosion et l'apport de matière organique qui font que c'est les mares chenales qui produisent plus de méthane? C'est une hypothèse. Elle n'est pas complètement vérifiée, ça peut être aussi du fait qu'il y ait des communautés différentes à l'intérieur.
Mais oui, je pense qu'il y a une grande partie qui est due à la matière organique qui est plus abondante dans ces marronchonnelles. Nous, on a des indications que c'est vrai qu'on pourrait penser qu'il y a un apport de matière organique, donc les bactéries ou les microbes en fait, qui produisent les gaz à effet de serre consomment ce surplus de matière organique érodée. Mais si c'était le cas, on aurait tendance à avoir un âge plus élevé, plus vieux, du carbone dans les gaz à effet de serre qui sont émis. Et nous, on trouve systématiquement une signature plutôt récente dans les mares, même si elles reçoivent de l'érosion du pergélisol, qui est donc supposément plus vieux. Et on pense que c'est parce qu'il y a énormément de... Là, ça doit dépendre vraiment des écosystèmes, mais de ce que je vois, ça ressemble vraiment quand même pas mal à mon site. Puis, donc, il y a comme un overwhelm, il y a trop de carbone récemment fixé par l'activité des plantes. Puis puisque c'est labile, ça semble dominer quand même l'utilisation, parce que ça flotte au fond, ça alimente aussi les méthanogènes. Mais c'est comme si on dirait que ça ne veut pas dire que ça va toujours être comme ça, mais enfin, les circonstances ont l'air à favoriser l'utilisation du jeune carbone. Mais chez nous aussi, en fait, il y a un collègue qui a travaillé sur le site de Kitalik, donc pas sur mes mares, mais sur d'autres mares, et qui a aussi mesuré le carbone 14 et qui a aussi trouvé que c'était plutôt du carbone jeune qui était émis en termes de méthane. Par contre, ça change énormément les propriétés linologiques, la stratification, la température au fond, donc c'est très régi par le processus d'érosion, mais par l'intermédiaire des conditions environnementales, on dirait. Merci. Et est-ce que tu l'as dit, mais j'ai pas... pour savoir, pour le génome, vous avez séquencé le génome entièrement? Oui, en fait, on a fait ce qu'on appelle un métagénome. C'est séquencer l'entièreté de l'ADN qu'on trouve qu'on trouve dans la colonne d'eau, en fait. Et après, en fait, c'est comme un puzzle. Il faut récupérer les pièces des différentes bactéries. Du coup, vous avez sélectionné tout ce qui est bactéries et archées. En fait, on n'avait pas d'archée parce que ça, c'était sur l'expérience. Et donc, il n'y avait pas d'archée dans le lac Zurich, dans la colonne d'eau. Enfin, celles qui ont grandi, parce que c'était expérimental. Donc, en fait, les bactéries qui sont dans le lac sont très différentes des bactéries que j'ai obtenues dans mes communautés. J'ai enrichi, en fait, les bactéries qui étaient rares dans le lac Zurich à la base. Et du coup, c'est pour ça qu'il n'y avait que des copiotrophes qui comptent bactéries. Je me demandais si tu as préfiltré ton eau, tu l'as préfiltré sur 0,8 microns pour te débarrasser des protistes. Oui, c'est ça, c'était pour me débarrasser de la prédation. Oui, parce que c'est ça, souvent les gens vont penser, on va filtrer sur 64 microns pour se débarrasser du zooplancton, mais il reste tout un micro-zooplancton, donc c'est un nightmare. Mais en même temps, elle ne veut pas t'enlever les particules, ça veut dire que tu as enlevé toute la flore associée aux particules. Est-ce que c'est important, Zurich? Oui, il y a des particules dans le lac Zurich, mais comme là c'était vraiment plutôt théorique, en fait, on ne voulait pas, ça aurait complexifié même les choses de mettre des particules, parce qu'il y a des études qui montrent que les particules sont elles-mêmes des petits écosystèmes en fait qui sont colonisés aléatoirement par les bactéries autour, et du coup ça aurait rajouté un autre niveau de hasard en fait selon les particules qu'on aurait mis dedans. Mais dans un écosystème comme une mare en chenal, là, où il y a beaucoup de particules, puis on l'a vu dans ta caméra, hein, il y a un monde extraordinaire. Comment tu ferais pour... est-ce que tu penses qu'il y a une façon pour étudier ces processus-là, mais en tenant compte que c'est pas de l'eau filtrée là, pour Après, ça dépend de la question. Je pense que pour l'expérience, c'était utile de faire ça parce qu'on veut un système le plus simplifié possible. Oui. Mais au final,
quand on s'intéresse à ce qui se passe dans la nature, je pense qu'il faut les prendre en compte et du coup garder ces particules. Comparer, filtrer, pas filtrer, Bah, on pourrait... la génétique des flocs filtrés, je veux dire, les assemblages. Là. Bah après, c'est une question différente, quoi. Il y a des gens qui travaillent sur qu'est-ce qu'on trouve sur les particules, qu'est-ce qu'on trouve en mode de vie planctonique, on appelle. Et en fait, il y a des études qui montrent aussi que les bactéries sont... Enfin, il y a un certain overlap, en fait. Les bactéries sont ce qu'on appelle tychoplanctoniques, je crois. Ça s'appelle Tycho? Oui. Un truc du genre, je ne peux pas en dire mon sûr. Et en fait, c'est qu'elles ont un mode de vie double. C'est-à-dire que si elles trouvent une particule, elles vont s'y attacher et proliférer, mais on peut aussi les trouver en mode planctonique dans l'eau, comme ça, sans particules. Du coup, j'ai encore une question, excusez-moi. Mais vous avez donc, pour savoir quelle bactérie c'était après la métagénomie, vous avez utilisé une database, une base de données. Oui, ouais. C'était laquelle? On a utilisé GTDB-TK. Ça s'appelle Genome Taxonomy Database. C'est ce que tu avais mis. Ouais, c'est là aussi où j'ai récupéré pas mal de génomes. Ouais. Oui, parce qu'on ne peut pas utiliser des bases de données de 16S, parce que je ne sais pas si vous avez, mais le 16S, en fait, c'est très difficile à reconstruire. Il ne se met pas dans les génomes, en fait, parce que il y a des zones qui sont... comme il a des zones conservées et des zones moins conservées, on a du mal à savoir à quel génome ça appartient. Du coup, en général, dans ce qu'on appelle les métagénomes assembled genomes, qui sont des génomes qui ont été reconstruits à partir de métagénomes, on n'arrive pas à caler le 16S dedans, et du coup, on ne peut pas utiliser des bases de données qui sont basées sur le 16S, comme CIDVA, par exemple. Oui. Et du coup, on utilise d'autres bases de données qui sont faites sur des génomes entiers, et c'est pour ça J'imagine que ces bases de données, elles sont pas très fournies du coup, non? Par Ah rapport à GTDB, il y a quand des bases même... de données Oui, il y a moins, mais il y a quand même 7000 génomes. Ah non, attends. Il y a 30 000 génomes de bactéries dans GTDB. Et encore, du coup, pour identifier les fonctions, est-ce que, mais peut-être que vraiment j'ai pas entendu, mais est-ce que du coup vous avez fait un métabolo ou vous avez fait à partir du génome mais du coup vous savez pas si ces gènes ils étaient vraiment actifs? Non. Ok, donc c'est de la suspicion. Oui, c'est un potentiel en fait. Ouais. Donc effectivement, ce qui s'est passé, c'est que celles qui n'ont pas dégradé la cellulose, il y a des chances qu'ils n'ont pas activé les gènes parce qu'ils les avaient. Mais nous, ce qu'on voulait voir un peu, c'était si les gènes étaient là ou pas. D'accord. Oui, il y a différents niveaux. Il y a la transcription et puis après, effectivement, il y a ce qui est vraiment en termes de métabolo. Oui, les molécules. Ça va. Question sur la manip que vous avez faite. Vous êtes parti d'échantillons un peu naturels que vous avez essayé de simplifier. Est-ce que tu as mesuré la diversité de ta communauté à l'état initial? Oui. Ouais. J'ai pas eu le temps de la montrer là, mais oui. Et elle était très différente des communautés que j'ai obtenues après l'expérience. Elles étaient très similaires entre elles? Non, pas vraiment, parce qu'il y a une saisonnalité dans le lac Zurich. Et du coup, quand j'ai fait mes expériences en novembre, mars et juin... Entre tes réplicables dans une même saison, peut-être? Ah, du coup, j'en avais qu'une. Il n'y avait rien à comparer parce que j'ai pris une fois la source. Et tu l'as séparée en 20? Ouais. Est-ce qu'entre ces 20, tu avais des différences? Parce qu'on sait que les conditions initiales dans la structuration d'une communauté, c'est important, quoi. Oui, et non, j'ai pas fait ça parce que au début, j'avais très peu de cellules à l'état initial. Et comme il faut quand même de l'ADN pour pouvoir séquencer, on a séquencé que à la fin. Donc, mais par contre, on a fait un petit modèle où on a pris la communauté initiale et on a fait comme si on l'avait coupé en 20 en fait. On a essayé de savoir un peu comment ça s'était dispersé parce que notre hypothèse c'est qu'on a des communautés très différentes entre nos 20 microcosmes parce qu'il y a des cellules qui n'ont pas été distribuées dans toutes les communautés. Ouais. Et est-ce que vous avez
comparer, du coup, quand tu prélevais plutôt le côté littoral et le côté pélagique, parce qu'enfin, le carbone, il vient surtout au niveau du bassin, enfin, du côté littoral. Vous avez pris qu'à un seul point ou vous avez pris aux deux? Pour l'expérience, tu veux dire? On n'a pris que au milieu du lac. Pour les communautés initiales, comme disait Hélène, est-ce que ça aurait pas été possible de, je sais pas, de prendre une plus grande quantité d'eau et de la reconcentrer, comme ça tu pouvais séquencer de base? Je sais pas si c'est possible, je suis pas du tout sur le phyto et les bactéries de manière générale. Donc je sais pas si c'est possible de faire ça ou de la faire pousser en ampoule de base et ensuite le séparer pour voir les évolutions dans tes différentes proportions. Ça aurait pu être possible. Après, comme... je sais pas si c'est représentatif. Bah, c'est ça, c'est pas tout à fait représentatif du coup, puisque ça veut dire que si on redivise, enfin, moi j'ai mis 2 millions de cellules dans chaque microcosme. Ouais. Et en fait, du coup, si tu prends un volume plus grand qui te permet d'avoir ça veut dire que tu mets aussi plus de cellules. Ouais. Et du coup, on ne sait pas si on aurait eu la même chose. C'est vrai que je l'ai jamais testé avec la taille de l'inoculum, en fait, peut complètement affecter oui, bah, j'imagine. Le résultat. Ça arrive tellement vite, on veut les conditions initiales. Mais il y a aussi un truc qui nous a compliqué vachement la vie, c'est que quand on séquence, en fait, on n'arrive jamais, avec les bactéries, on n'arrive jamais à savoir la composition complète. Donc il y a ce qu'on appelle la sequencing depth, donc la profondeur de séquençage, qui veut dire que les bactéries qui sont très rares, on ne va pas pouvoir les voir. Parce que c'est pas assez concentré? Elles sont pas assez abondantes et du coup on les miss, on les voit pas. Et ce qui s'est passé dans mon expérience, c'est que j'ai cultivé, ce qui a grandi, ce sont spécifiquement ces bactéries qui étaient très rares au départ. Et donc quand moi j'ai comparé les communautés finales avec la communauté du lac original, il y avait déjà un tiers de bactéries que je ne voyais pas dans la communauté source. Alors que on sait qu'elles sont là puisque je les ai cultivées, mais elles étaient trop rares pour être séquencées, quoi. Juste, je voulais savoir comment tu mesures le nombre de cellules en conditions de en cyto? Ouais, en cyto. Triard, c'est ça? Non, juste un volume connu qui atteint la concentration, la densité, le nombre de cellules désirées. Ouais. Okay. Moi, j'ai eu une autre question. C'est j'ai noté une des fonctions, c'était la signalisation. Et puis ça m'intéresse. Donc, vous êtes capable d'identifier des gènes sur un microbe que vous savez que sa fonction, c'est la communication entre bactéries? Oui, en fait, il y a une grande base de données qui s'appelle KEGG. Et c'est des gens qui font de la biochimie et qui identifient des structures d'enzymes, donc de protéines, et qui font des tests parfois avec, tiens, cette structure d'enzyme, ça fait cette fonction. Et du coup, ils partent du principe que si l'enzyme a une structure similaire, parce qu'il y a on ne peut pas faire ça avec toutes les protéines, évidemment, mais ça marche par similarité, et du coup ils se disent que tiens, si cette protéine est similaire à celle-là, c'est qu'elle doit faire la même chose. Et du coup il y a une classification comme ça où on peut annoter les gènes en fait, et ça nous donne un numéro, et puis on peut aller voir dans la base de données qu'est-ce que c'est que ce gène, qu'est-ce que c'est que cette protéine, qu'est-ce que ça fait. Mais la signalisation, on parle de communication entre... Ah, c'est un grand groupe, hein, et il y a communication entre les bactéries, mais il y a aussi communication au sein de la bactérie elle-même. Donc par exemple, si elle détecte quelque chose dans son environnement, comment est-ce qu'elle va réagir par exemple à un stress ou alors à un nouveau composé. Par exemple, notamment dans les métabolites secondaires, si elle détecte quelque chose, elle va mettre en place des systèmes de signalisation à l'intérieur même de sa cellule pour changer la transcription de ces gènes et puis s'adapter à son environnement. Donc c'est pas uniquement bactérie, c'est aussi en fonction des conditions autour, quoi. C'est très large. Et parfois c'est pas très détaillé, quoi. Il y a des gènes qu'on connaît mieux que d'autres, et il y en a, on a un peu, c'est juste marqué signalisation, on ne sait pas trop ce que c'est.
est-ce qu'on pourrait, par exemple, identifier des gènes responsables de la production de composés organiques volatiles? C'est une bonne question. Il faudrait aller voir dans la base de données si, s'ils ont déjà été caractérisés. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup. Merci beaucoup.